Imaginez une seconde que demain, vous n'ayez plus besoin d'apprendre à utiliser un logiciel. Vous ne maîtrisez pas le montage vidéo, vous décrivez ce que vous voulez obtenir et l'outil fabrique les commandes et les outils dont vous avez besoin. Vous ne savez pas coder, vous demandez une application, puis plusieurs agents commencent à la construire, à la tester, à corriger leurs erreurs. Vous ne savez même plus quoi chercher sur Internet, un agent surveille vos informations, trie ce qui compte et agit à votre place. Et en fait, c'est le futur que Google vient de présenter à Google I/O 2026, leur conférence. Et il y a une chose très importante à comprendre, Google n'a pas seulement annoncé un nouveau chatbot, un nouveau modèle vidéo ou un abonnement moins cher, Google essaie de transformer toute son entreprise autour d'une idée. Gemini ne doit plus être un outil que vous ouvrez de temps en temps, Gemini doit devenir la couche invisible placée entre vous et tout ce que vous faites en ligne. Donc Gemini, c'est tout l'aspect intelligence artificielle de Google. Vous créez une vidéo, ou écrire du code, ou chercher une information, utiliser son téléphone, organiser sa journée, construire une interface, et bien tout ça doit se faire via Gemini. Sur le papier, c'est extrêmement impressionnant. Mais il y a aussi une lecture beaucoup moins confortable pour Google, c'est que l'entreprise a inventé une grande partie des briques de l'intelligence artificielle moderne, mais Google donne l'impression parfois de courir après les autres, de courir après les marchés que d'autres ont déjà réussi à transformer en business. Aujourd'hui, on va donc parler uniquement des annonces de Google et Gemini les plus importantes qui viennent de sortir. On va voir pourquoi Gemini Omni pourrait complètement changer la création vidéo. On va comprendre pourquoi Google Flow est peut-être l'annonce la plus sous-estimée de la conférence. On va analyser aussi Gemini 3.5 Flash, un modèle extrêmement rapide, mais avec une stratégie tarifaire qui révèle plein de choses. Et enfin, on va parler de Google Anti-Gravity, du code, donc parce que c'est probablement là que Google joue la bataille la plus stratégique. Commençons par l'annonce la plus spectaculaire visuellement, Gemini Omni. Jusqu'ici, quand on parlait d'intelligence artificielle générative, les catégories étaient assez claires. Un modèle écrivait du texte, un autre créait des images, un autre produisait des vidéos, un autre générait de la musique ou des voix. Et Google présente Omni comme une rupture avec cette logique. L'idée, c'est un modèle capable de prendre différents types d'entrées, texte, image, audio, vidéo, et de produire une création cohérente. Pour le lancement, Google commence avec la vidéo à travers Gemini Omni, et la partie vidéo de Gemini Omni, et désormais c'est disponible dans l'application Gemini ou dans Google Flow, donc c'est déjà disponible. Et Google ne présente pas uniquement un générateur de vidéo qui transforme une phrase en quelques secondes de cinéma, c'est pas ça qu'ils présente. L'entreprise insiste surtout sur l'édition. Vous filmez une scène réelle, vous l'importez, puis vous décrivez ce que vous voulez modifier. Vous filmez une personne qui tend la main, l'intelligence artificielle peut y ajouter un effet spectaculaire. Vous partez d'une vidéo existante et vous pouvez transformer la matière d'un objet, ajouter un personnage, changer une action ou modifier l'atmosphère entière d'une scène. Vous pouvez aussi partir d'une référence visuelle et chercher à conserver une cohérence entre plusieurs séquences. Et c'est ici que ça devient vraiment très très important. Et la démonstration, elle est juste hallucinante aussi. Mais en fait, créer une jolie vidéo de 8 secondes, c'est fascinant au début. Mais modifier précisément une scène existante, garder le même personnage, conserver la logique d'un mouvement et itérer avec des phrases ordinaires, c'est juste un outil de production énorme. C'est vraiment la différence entre un gadget viral et un logiciel qui peut vraiment entrer dans le quotidien des créateurs, des publicitaires, des studios, des marques, et je pense la plupart des entreprises dans le futur. Et donc Google affirme qu'Omni, ce nouveau modèle, s'appuie sur une compréhension du monde, la physique, les mouvements, le contexte, la continuité. Le modèle doit produire des scènes qui paraissent crédibles tout en tenant compte de ce qui devrait logiquement se passer dans l'image. Les démonstrations, honnêtement, dans les démonstrations que j'ai vues pendant la conférence, ça montre vraiment des exemples très réussis. Une véritable évaluation demandera bien sûr des dizaines de tests et on verra ça dans le cours des prochaines semaines, mais ça s'annonce vraiment bien. Il y a vraiment des mouvements complexes, des interactions entre plusieurs personnages. Bref, ça a l'air vraiment bien fait. Et en fait, une vidéo magnifique de quelques secondes, ça suffit pas à prouver qu'un outil peut résister aux contraintes d'une production réelle. Mais le changement de direction est évident. La bataille ne porte plus simplement sur la beauté des images, elle porte sur la capacité à diriger une scène. Et à mon avis, c'est beaucoup plus important. Parce qu'en fait, la plupart des gens n'ont pas besoin d'une IA qui leur donne une vidéo drôle, juste surprise comme ça, ou belle. Ils ont vraiment besoin d'une IA qui accepte leurs contraintes. Donc les personnages doivent rester identiques. La caméra doit conserver son angle. Ce produit doit apparaître exactement à ce moment précis. Ce geste doit être ajusté. Cette ambiance doit devenir plus sombre. La séquence doit pouvoir être accordée avec la suivante. Autrement dit, la valeur se trouve vraiment dans le contrôle. Tout le monde se transforme en réalisateur, en fait, pourra devenir un réalisateur de publicité, un réalisateur de cinéma.
Et pendant les premières années de la vidéo générative, l'effet wow, ça venait du fait qu'une machine pouvait produire quelques secondes visuellement bluffantes à partir d'une phrase. Maintenant, ça devient progressivement quelque chose d'attendu. Et le prochain niveau, comme je l'ai dit, c'est vraiment la capacité de donner au créateur la capacité à diriger, à réaliser d'une certaine manière une vraie scène de bout en bout. Un réalisateur, un monteur ou une marque ne veut pas dépendre du hasard, il veut pouvoir dire garde le visage, enlève le fond, change la lumière, accélère l'action, remplace cet objet, ajoute une transition, conserve la voix et exporte une version verticale. Et en fait, si Google Omni tient ses promesses, la création de vidéos par IA, ça devient quelque chose d'assez incroyable. Ça va devenir quelque chose qui pourrait être utilisé partout. Et Google a un avantage potentiel énorme grâce à ça parce que Gemini n'est pas uniquement un modèle vidéo. L'entreprise peut relier la compréhension du langage, l'analyse d'images, le son, la recherche, YouTube et ses outils créatifs dans le même écosystème. Et ça explique pourquoi Omni, le nouveau modèle Omni, arrive directement dans Gemini, dans Flow et dans YouTube Shorts. Google ne veut pas seulement vendre un modèle, Google veut la création, l'édition, la diffusion du contenu, que tout ça puisse se passer à l'intérieur de leur écosystème. Et c'est très, très puissant. C'est bien sûr, ça pose des questions évidentes. Quand une même entreprise peut aider à créer des vidéos, les diffuser à des milliards de personnes et influencer la manière dont elles sont découvertes, il faut vraiment qu'il y ait de la transparence. Et Google le sait. Et pendant cette conférence, l'entreprise a insisté sur SynthID. C'est son système de marquage des contenus générés par intelligence artificielle. Et ils ont discuté de l'extension des mécanismes permettant de mieux vérifier l'origine d'un contenu ou les modifications qu'il a subies. Donc bon, plus les vidéos sont crédibles, moins l'œil humain peut vraiment faire la différence. Et c'est ça le paradoxe d'un côté avec Omni, c'est que la technologie est spectaculaire parce qu'elle rend les images artificielles difficiles à distinguer du réel. Et le succès technique, ça crée donc immédiatement un problème de confiance. Mais Omni, c'est qu'une partie de l'histoire. Pour moi, l'une des annonces les plus impressionnantes pour les créateurs de contenu, c'est les gens qui veulent faire des vidéos, c'est pas forcément le modèle, c'est surtout l'outil qui intègre le modèle, c'est Google Flow. Flow existait déjà comme un studio de création assisté par IA, on pouvait créer des vidéos, VO, etc. L'idée consistait à générer des scènes, prolonger des séquences, assembler progressivement un court-métrage, un projet vidéo, et avec les nouveautés présentées lors de Google I.O., Flow change complètement d'ambition. D'abord, on a Omni qui est intégré. Un créateur peut donc, à partir d'une inspiration réelle, mélanger des éléments générés, ajuster une vidéo par conversation et chercher à préserver les personnages. Mais aussi, vous pouvez filmer une personne réelle, vous pouvez importer cette séquence, demander une modification visuelle, comme je vous ai dit, et prolonger la scène avec de nouveaux plans. Ensuite, vous ajustez le rythme, le décor et le style sans devoir reconstruire chaque élément depuis le début. Et ce type de continuité, ça représente l'un des grands obstacles de la vidéo générative. Une image isolée peut être parfaite, une vidéo isolée peut être parfaite, mais une série de plans cohérents avec le même personnage et la même identité visuelle, ça demande beaucoup plus de maîtrise. C'est la grande difficulté. Et Google a introduit Flow Agent. Là, l'outil ne sert plus seulement à produire une image ou une vidéo à la demande, il peut vraiment participer au processus créatif, réfléchir à une scène, proposer des variations, aider à construire un dialogue, organiser des éléments, renommer des ressources ou même appliquer des modifications en série. Et Google donne l'exemple d'un agent capable d'accompagner le brainstorming, d'aider à définir les échanges entre personnages, de suggérer des orientations narratives et même de générer plusieurs variantes et de modifier des ressources en lot. En fait, vous pourrez lui dire, j'ai une publicité de 30 secondes, je veux 3 versions, la première doit paraître haut de gamme, la deuxième un peu plus émotionnelle, la troisième doit être optimisée pour les premières secondes pour TikTok et YouTube Shorts, et le personnage principal doit rester identique et le produit doit toujours être visible à la fin. Et l'agent peut alors participer à la construction de plusieurs variantes au lieu de vous obliger à repartir manuellement de zéro à chaque fois. Pour un créateur indépendant, ça permet vraiment de tester plein d'idées rapidement. Pour une marque, ça peut accélérer la production de campagnes adaptées à différents publics. Pour un studio, ça peut devenir un outil de prévisualisation, de variation rapide avant un travail plus précis. Et une nouveauté aussi incroyable, c'est Flow Tools. Google explique en fait que les utilisateurs peuvent créer leurs propres outils et workflows avec du langage naturel. Vous voulez un outil de redimensionnement adapté à vos vidéos verticales, vous le décrivez et ils vont le créer pour vous. Vous voulez un effet visuel spécifique, un style d'habillage texte, une transformation de style, un shader personnalisé ou un processus répétable pour vos contenus, vous demandez à Flow de fabriquer l'outil. Et les abonnés de Google IA pourront créer, modifier et utiliser surtout ces outils.
Et c'est juste assez incroyable en fait de pouvoir faire ça. Pendant des années, en fait, les logiciels pour créer, ils fonctionnaient de la manière suivante. C'était une personne les développeurs de l'outil qui décidaient quelle fonctionnalité intégrer dans Photoshop, dans After Effects, dans DaVinci Resolve. Et là, les utilisateurs vont pouvoir directement créer eux-mêmes. Ils vont pas attendre qu'un développeur intègre la fonctionnalité. Et ça, c'est un changement majeur. Donc en fait, on arrive à un stade où on pourrait imaginer un créateur YouTube qui travaille tout seul. Il prend une vidéo longue, il isole 3 passages forts, il applique automatiquement un format vertical, il ajoute un style de sous-titre précis, il place son logo à un endroit, il transforme le premier plan, il génère plusieurs variantes de miniatures animées. Et aujourd'hui, ce processus, ça demande plusieurs logiciels. Je suis le premier à le savoir, c'est assez compliqué de faire ça. Ça demande beaucoup de manipulations répétitives. Et demain, il pourrait simplement demander à Flow, construis-moi un outil qui effectue cette chaîne d'opérations à partir de chacune de mes nouvelles vidéos. Et voilà pourquoi cette annonce pour moi est plus importante qu'elle en a l'air. Google ne propose pas seulement une machine qui crée du contenu, il propose vraiment tout un environnement capable de créer des outils avec lesquels vous allez pouvoir créer ce contenu. Bien sûr, il faut attendre et voir comment ça va marcher. Et je ne déclare pas tout de suite la mort des logiciels professionnels. Les studios auront toujours besoin de précision, de formats maîtrisés, des collaborations robustes, d'exports précis, fiables, etc. Mais un réalisateur de film ou une agence importante ne va pas abandonner du jour au lendemain toute leur chaîne de production, mais l'idée va changer les attentes. Petit à petit, ça va être adopté, j'imagine, par les créateurs indépendants. Et demain, un logiciel qui vous oblige à passer 10 minutes dans des menus pour effectuer une opération répétitive, ça semblera archaïque. Parce qu'un autre outil tel que Flow, vous pourrez lui dire juste crée-moi la fonction adaptée à ma manière de travailler. Donc ça va au-delà de la vidéo. C'est toute la stratégie en fait agentique de Google. Les applications sont plus seulement des produits finis, elles deviennent un environnement capable de générer des nouvelles fonctions selon la demande. Et ça nous amène à Gemini 3.5 Flash. Google aurait pu commencer sa nouvelle génération avec un énorme modèle Pro. D'ailleurs, le Gemini 3.5 Pro n'a pas encore été lancé. Mais à la place, ils ont lancé une version Flash, donc une version plus légère, plus rapide. C'est un modèle vraiment orienté autour de la rapidité, du volume. Et ce choix, ça en dit long sur la bataille actuelle en fait de Google. Pendant une période, toute la communication dans l'IA tournait autour du modèle le plus intelligent, celui qui obtenait les meilleurs scores, qui résolvait les problèmes les plus difficiles ou qui donnait les réponses les plus impressionnantes. Aujourd'hui, les modèles utilisés par les agents doivent aussi être rapides. Un agent ne répond pas une fois à une question, il planifie, il lance une action, il lit un résultat, il modifie un fichier, il vérifie une interface, il appelle un autre outil et il recommence. Et parfois, il coordonne plusieurs agents en parallèle. Et quand chaque étape dure trop longtemps, l'expérience pour l'utilisateur devient insupportable. Le coût explose aussi. Google affirme que Gemini 3.5 Flash est 4 fois plus rapide que d'autres modèles de pointe comme Gemini 5.5, etc. Donc je parle ici en nombre de tokens générés par seconde. L'entreprise le présente également comme son modèle le plus performant à ce jour pour les agents et pour le code, devant Gemini 3.1 Pro sur plusieurs benchmarks techniques. Donc, les vrais résultats apparaissent quand les développeurs utilisent vraiment le projet, et on verra avec le temps quand il y aura vraiment plein d'agents qui vont réparer un bug compliqué, quand les utilisateurs devront parcourir une base de code mal documentée. Mais voilà, ça commence, et on va voir vraiment comment ça va être déployé très prochainement. Et en fait, Google n'a pas besoin que chaque interaction utilise son modèle le plus lourd. L'entreprise, ils ont besoin d'un moteur suffisamment bon, extrêmement rapide et disponible à très grande échelle pour alimenter ses agents, sa recherche, son application Gemini et ses outils de développement. Et Gemini 3.5 Flash, ça devient donc une sorte de moteur central pour Google. Il est disponible dans l'application Gemini, dans le mode de recherche de Google, AI Mode, dans Gemini API, dans Google AI Studio, dans Android Studio, dans Google Antigravity et dans les offres aussi pour les entreprises. Donc Google indique que Gemini 3.5 Pro est déjà utilisé en interne et que le déploiement de cette nouvelle version 3.5 Pro, ça arrive dans un mois, quoi, à peu près. Donc, moi, ce que je voulais vous dire, et je vais un peu aller à contre-courant de ce qui se dit, c'est que souvent, on se dit attention. En fait, souvent, après de grandes annonces, on voit des démonstrations brillantes et on en conclut que Google ou que l'entité qui a fait la présentation brillante vient de gagner la bataille de l'IA. Alors oui, Google vient de montrer une puissance technique énorme. Mais la victoire commerciale, elle ne se mesure pas lors des conférences. Elle se mesure vraiment à la capacité de changer les habitudes des utilisateurs, des développeurs.
Elle se mesure là où les développeurs vont réellement passer leur journée, dans quel outil ils vont passer leur journée, dans Google Antigravity ou dans Claude Code ou dans Codex. Elle se mesure aux outils que les entreprises intègrent réellement dans leur workflow et aux usages pour lesquels les clients acceptent de payer tous les mois. ChatGPT a près d'1 milliard d'utilisateurs hebdomadaires, mais il n'y a que 6% qui payent chaque mois pour la version payante. Et dans le domaine du code, Google ne part pas vraiment avec une avance sur les autres. C'est même l'un des paradoxes en fait les plus frappants de l'IA, c'est que Google a été à l'origine du papier de recherche sur les transformers, la technologie qui a vraiment ouvert la voie à la génération actuelle de modèles. Google dispose d'une infrastructure gigantesque. Google possède ses propres puces, les TPU. Google dispose de milliards d'utilisateurs. Google possède Android, Chrome, Search, Gmail, YouTube et un réservoir de talents énorme. Et malgré tout cela, dans certains usages devenus centraux comme le code, l'entreprise a dû réagir après que d'autres acteurs ont réussi à changer les habitudes du marché. Et je pense vraiment à Claude Code. C'est énorme ce qu'ils ont fait. Et le code, c'est vraiment le meilleur exemple de ce que je suis en train de dire. D'ailleurs, en parlant de code, Google présente aussi la nouvelle version d'Antigravity, sa plateforme de développement pour les agents, Antigravity 2.0. L'objectif, c'est plus seulement voilà, de compléter du code, c'est vraiment de permettre à des agents de travailler sur des missions longues, comprendre un projet, organiser un plan, modifier plusieurs fichiers, lancer des tests, observer les erreurs, itérer jusqu'à obtenir un résultat fonctionnel. Google montre notamment comment Gemini 3.5 Flash utilise Antigravity pour analyser un document technique, puis produire un jeu jouable, transformer une ancienne base de code vers Next.js, organiser automatiquement des ressources ou encore faire travailler plusieurs agents sur la construction et l'amélioration d'un projet. Le développeur ne discute plus uniquement avec un assistant qui complète quelques lignes, le développeur vraiment progressivement il fait travailler, il supervise toute une équipe d'agents qui développent du code. Et c'est là, en fait, la mutation la plus importante. Au début de l'IA, appliquée au code, on demandait juste d'auto-compléter une fonction, de compléter un petit bout de code. Ensuite, on nous a proposé de rédiger, de créer des fichiers entiers. Et maintenant, le modèle, en fait, il doit juste accomplir une mission. C'est un peu l'équivalent du slash goal, vous savez, sur Codex ou sur Claude Code. L'objectif de l'agent, c'est de comprendre un dépôt de code, de définir une stratégie, de modifier plusieurs composants, de créer des tests, d'identifier une erreur, de corriger son propre travail, de comparer plusieurs approches, de présenter au développeur quelque chose qui peut réellement être utilisé. Google veut clairement devenir incontournable dans toute cette étape. Et l'entreprise possède vraiment un argument incroyable qui est l'infrastructure. Des agents qui travaillent longtemps et en parallèle consomment énormément de puissance de calcul. Et Google possède ses propres puces, ses propres data centers, ses modèles et des plateformes de distribution énormes. Et ça peut lui permettre de fournir des agents rapides à un nombre gigantesque de développeurs. Mais l'infrastructure ne suffit pas toujours pour gagner une bataille. Les développeurs choisissent les outils qui s'intègrent le mieux à leur quotidien, qui comprennent leurs habitudes et qui donnent confiance aussi à être utilisés sur de vrais projets. Donc c'est pour ça qu'une démo avec un jeu ou une migration spectaculaire, ça attire l'attention, mais une semaine passée à corriger proprement un produit existant, c'est ça qui crée vraiment de la fidélité, quelque chose qui marche réellement. C'est précisément pourquoi le positionnement tarifaire de Google est révélateur. Ils viennent d'annoncer un nouvel abonnement, Google AI Ultra à $100 par mois. C'est destiné notamment aux développeurs, aux professionnels ou aux créateurs de contenu. Avant, on avait le modèle qui coûtait $250, le modèle le plus cher. Là, ils en ont créé un intermédiaire. Donc ça donne des limites d'utilisation 5 fois supérieures au plan classique avec Gemini Antigravity. Ça donne accès à Gemini 3.5 Flash et c'est vraiment un plan très très utile, un abonnement très intéressant. Alors leur modèle qui coûtait $250 par mois, il le passe à $200 par mois avec des limites d'utilisation 20 fois supérieures au plan pro. Donc on a vraiment un niveau intermédiaire qui permettra d'attirer des utilisateurs qui n'ont pas forcément envie de payer 200 ou $250 ou euros. Donc Google ne cherche pas uniquement à rendre l'IA plus intelligente, il cherche à rendre aussi économiquement possible l'utilisation à plus grande échelle. Donc un modèle plus rapide permet d'obtenir une expérience fluide, un modèle assez performant permet de lui confier davantage de tâches, et un système tarifaire adapté, ça permet de rentabiliser le calcul nécessaire pour les personnes et de lancer certaines tâches qu'ils n'auraient pas lancées si ça coûtait trop cher. Et c'est une stratégie très pragmatique. C'est beaucoup plus pragmatique qu'un simple concours pour savoir quel modèle obtient le meilleur score dans un benchmark. Google veut une intelligence artificielle assez forte pour agir, assez rapide aussi pour être agréable à utiliser et aussi suffisamment pas cher pour tourner dans le plus d'endroits possible. Et la transition dont je vous ai parlé, ça concerne aussi la recherche.
Pendant plus de 20 ans, utiliser Google, c'était taper quelques mots et recevoir une liste de liens. C'est comme ça qu'Internet a fonctionné pendant très longtemps. Les sites créaient du contenu pour apparaître dans les résultats de Google, dans les premiers liens de Google. Les utilisateurs cliquaient, Google monétisait leur attention grâce à la publicité. Vous avez les publicités dans les premiers liens de recherche. Et avec l'intégration de Gemini 3.5 Flash dans le mode IA de Google, Google veut que la recherche devienne un environnement capable d'expliquer, de synthétiser, de produire des interfaces dynamiques et progressivement aussi d'agir. Google a indiqué que Gemini 3.5 Flash devenait le modèle de référence par défaut dans Gemini et dans le mode IA, AI mode de search. Donc, parce qu'un agent qui répond directement et accomplit des tâches, ça change vraiment la relation entre les utilisateurs, entre les sites internet et même avec Google. Donc, si vous cherchez un comparatif, Gemini peut vous le construire directement. Si vous cherchez à organiser une démarche, Gemini peut vous aider directement à la construire, peut vous guider. Et si vous cherchez un produit ou une information, l'agent peut progressivement devenir vraiment l'intermédiaire principal pour acheter ce produit. Et Google se trouve dans une position étrange. L'entreprise doit transformer le produit qui a bâti vraiment son empire avant qu'un concurrent ne le rende moins indispensable. C'est ce que ChatGPT a commencé à faire. Et c'est pour ça que le discours de Google sur l'ère agentique Gemini, c'est vraiment quelque chose qui mérite d'être pris au sérieux. C'est une transformation défensive et offensive à la fois. Défensive parce que les interfaces conversationnelles et les agents, ça menace la recherche traditionnelle de Google, c'est là où ils gagnent le plus d'argent. Et offensive parce que Google peut intégrer Gemini partout, dans Search, dans Android, dans Chrome, dans Gmail, dans YouTube, dans Flow et ses outils destinés aux développeurs. On va prendre un exemple concret. Vous créez demain une vidéo avec Omni, dans Flow. Vous demandez à l'agent de générer 3 versions, de conserver la même identité visuelle et d'adapter le cadrage pour YouTube Shorts et TikTok. Enfin, là, on va prendre l'exemple de YouTube Shorts. Vous diffusez la meilleure version sur YouTube. Le contenu porte une information d'origine avec un marquage permettant d'identifier l'usage de l'IA. Les utilisateurs la découvrent via YouTube ou via Google. Puis une marque peut réutiliser ces mêmes outils dans son propre workflow commercial. Chaque étape peut vraiment rester chez Google. Et voilà pourquoi cette conférence, ça dépasse vraiment largement la présentation de quelques nouveaux modèles. Google essaie vraiment de construire une boucle complète. Vous créez, vous éditez, vous publiez, vous recherchez, vous vérifiez, vous automatisez, vous monétisez. Tout ça dans l'écosystème Google. Et cette boucle pourrait vraiment devenir redoutable. Mais elle possède un point faible pour moi, c'est la confiance. Un agent qui organise vos fichiers, qui écrit votre code, qui crée vos vidéos et qui agit dans votre vie numérique doit être fiable. Un modèle rapide qui produit une erreur de temps en temps, ça reste un modèle dans le cas auquel vous n'allez pas faire confiance. Une vidéo cohérente visuellement, ça peut aussi transmettre une fausse information avec une efficacité redoutable. Donc on peut parler de fake news aussi avec ce type d'outil. Ou une interface générée à la demande peut être séduisante et pourtant ça peut vous faire prendre de mauvaises décisions potentiellement. Donc un agent aussi de développement peut produire une application qui fonctionne pendant une démo tout en introduisant des vulnérabilités que personne n'a remarquées qui vont se voir que quand l'application sera en production. Donc la vitesse et la facilité augmentent la puissance, mais elle augmente aussi l'impact des erreurs. Et c'est pour cette raison qu'il faudra juger Google sur 3 critères beaucoup plus difficiles que les démonstrations, ou des choses qu'on ne peut pas voir dans les démonstrations. C'est vraiment la constance, le contrôle et la transparence. La constance, c'est vraiment ce que les modèles tiennent la qualité sur des projets longs et pas uniquement sur quelques scènes ou quelques exemples soigneusement choisis par Google. Le contrôle, c'est est-ce que l'utilisateur peut réellement guider le résultat, comprendre ce qui a été changé et revenir en arrière facilement. Et la transparence, c'est est-ce que l'on peut identifier clairement les contenus générés, les actions exécutées par les agents et les moments où une supervision humaine reste nécessaire. Si Google réussit sur ces 3 axes, cette édition de Google I.O., ça pourrait vraiment marquer un basculement très important. Gemini Omni transforme potentiellement la vidéo en quelque chose que l'on manipule par conversation. Flow transforme les logiciels créatifs en environnement capable de fabriquer des outils personnels de chaque utilisateur. Et Gemini 3.5 transforme potentiellement le modèle rapide en moteur d'agents capable d'agir à très grande échelle. Google Antigravity transforme les développeurs en superviseurs de plusieurs agents logiciels. Et Google transforme progressivement sa mission historique. Pendant des années, l'entreprise voulait organiser l'information mondiale. Maintenant, elle veut organiser les actions que vous effectuez à partir de cette information. Alors, est-ce que Google est redevenu le leader incontestable de l'IA ? À mon avis, c'est trop tôt pour le dire. Une conférence, ça peut donner une impression de puissance. Une démo, ça peut déclencher des milliers de réactions enthousiastes. Et moi, le premier, j'étais très enthousiaste quand j'ai vu toutes ces démonstrations.
Un benchmark aussi, ça peut rassurer les développeurs ou même les investisseurs de Google. Et pendant quelques jours, on va voir les benchmarks. Mais une domination durable, ça se construit pas comme ça. Ça se construit dans les outils que les gens ouvrent tous les jours, dans les habitudes des créateurs de contenu, dans les abonnements que les professionnels continuent de payer après 6 mois, dans les projets réels que les agents réussissent vraiment à accomplir sans transformer chaque utilisateur en contrôleur permanent d'erreurs. Donc Google vient de montrer une chose très claire. Technologiquement, l'entreprise possède des armes incroyables, des armes vraiment considérables. Omni peut devenir une référence dans la vidéo éditable. Flow, ça peut créer une nouvelle catégorie d'outils. Le Gemini 3.5 Flash, ça peut devenir le modèle rapide utilisé par des millions et des milliards de personnes. Antigravity, ça peut vraiment donner enfin une arme à Google dans la bataille du développement assisté par IA. Et bien sûr, l'intégration dans Search, YouTube, Android et tout l'écosystème Google, ça peut devenir un avantage que très peu d'entreprises sont capables de reproduire. Mais la question décisive reste ouverte. Google a longtemps été l'entreprise qui possédait presque toutes les cartes techniques. Aujourd'hui, elle doit prouver qu'elle sait aussi transformer ces cartes en produits que les utilisateurs choisissent naturellement d'utiliser dans le temps et massivement. Parce que dans cette nouvelle phase de l'IA, posséder le meilleur modèle pendant quelques semaines, ça suffit plus. On a les modèles chinois aussi qui arrivent et qui sont de plus en plus performants. Il faut posséder l'interface de la création, l'interface de la recherche, l'interface du code, l'interface des décisions. Et c'est exactement ce que Google essaie de construire avec Gemini. Et la vraie question n'est donc pas de savoir si Gemini peut générer une vidéo spectaculaire ou coder une démo importante. La vraie question, c'est quand les utilisateurs commenceront à déléguer une partie de leur création, de leur recherche et de leur travail à des agents, est-ce qu'ils vont choisir l'écosystème de Google pour le faire ? Parce que celui qui contrôle cette interface ne contrôlera pas seulement un chatbot. Il contrôlera la manière dont une grande partie du monde crée, décide et agit en ligne. Et cette bataille ne fait que commencer. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur Google, sur Gemini. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Je vous ferai régulièrement des vidéos sur l'IA, sur les modèles, sur OpenAI, sur Anthropic. Si vous avez des suggestions aussi, je suis preneur en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce qui vous intéresse. Et je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao, au revoir.